puis, euh, et puis, on va avoir aussi une transpiration des feuilles, enfin, de par les feuilles et puis par les racines, qui vont être intéressantes sur cette fraîcheur. Ensuite, on a aussi le volet habitat et nourriture pour la faune. Bien sûr, on peut retrouver des fruitiers sauvages, comme le pommier sauvage, le poirier sauvage, mais aussi le prunelier, par exemple, qui est une Oui, essence qu'on tout retrouve à fait. souvent dans les haies aujourd'hui et qui est vraiment très intéressante par ses petits fruits. Qui attirent à la fois les oiseaux, mais aussi par ses fleurs qui attirent du coup tous les pollinisateurs et aussi vont attirer les auxiliaires de culture. Donc qu'est-ce que c'est les auxiliaires de culture? C'est par exemple les chauves-souris ou les coccinelles qui vont venir s'abriter, se nourrir au sein de ces arbres, de ces haies, et puis qui vont venir manger par exemple tous les ravageurs de culture qui peuvent poser problème. Et donc, du coup, ça aide aussi par la suite à utiliser moins d'intrants chimiques, notamment pour le volet plutôt agricole. Ensuite, on a la participation à la préservation du paysage. Donc, en fait, tout simplement, puisque aujourd'hui, nos paysages ont beaucoup changé par les changements de pratiques agricoles, notamment par le grossissement du matériel agricole. Et donc, pour cela, on a enlevé beaucoup d'arbres et de haies, mais pas que. Pour cela, en recréant du bocage, en recréant des haies, on recrée ces connexions écologiques qui reconnectent à la fois les boisements entre les mares, les parcelles agricoles qui sont reconnectées aussi par au boisement, etc. Et donc, en fait, tout ce volet préservation du paysage est quand même assez importante puisque ça permet aussi aux espèces de se déplacer, aux espèces animales et végétales, de se déplacer beaucoup plus facilement et du coup d'être présentes sur l'ensemble des territoires. On a aussi le volet stockage carbone qui est plutôt souvent très connu de la plupart des personnes, puisque bien sûr, un arbre stocke beaucoup de carbone et rejette de l'oxygène. On a aussi le volet fruitier. Donc le volet fruitier, il est pas toujours très présent, enfin c'est plutôt du fruitier sauvage, hein, comme je disais tout à l'heure, poire pomme, qui est intéressant pour la faune sauvage, mais aussi ça peut être aussi intéressant pour nous. Et on a aussi parfois des fruitiers dits cultivés, donc pas- poire pomme aussi, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, c'est les principaux qu'on peut retrouver, mais qui sont des variétés parfois un peu plus à destination de la consommation humaine. Et donc, au milieu de ces haies, on peut aussi avoir certains fruitiers qui peuvent être intéressants pour nous. Et donc, on peut en valoriser notre haie aussi de cette manière-là. Donc, en fait, ces rôles, je le rappelle un peu, mais les rôles, ils sont présents de base dans la haie, mais ils sont aussi une manière de valoriser notre haie. D'une manière soit directe, soit indirecte. Donc la production fruitière est une valorisation directe, puisque derrière, on peut faire du cidre, par exemple, ou autre, hein. Je donne des exemples comme ça, hein. Être animal, bien sûr, puisque quand on est sur des parcelles où il y a beaucoup d'élevage, et ben finalement, en fait, la haie ou l'arbre apporte beaucoup d'ombre, mais aussi un abri du vent, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était aussi un brise-vent, qui était vraiment très intéressant. Et donc, l'animal s'y sent beaucoup mieux en général, surtout sur des saisons comme en été où on a des fortes chaleurs. Bah, mine de rien, un peu d'ombre, c'est pas négligeable. On a aussi le volet limitation du ruissellement. Donc la limitation du ruissellement, bah, en fait aujourd'hui, alors j'en parlais tout à l'heure sur la préservation du paysage, où on a nos paysages qui ont beaucoup changé par l'intensification de l'agriculture, le changement de pratiques, etc. Mais finalement, en fait, on a aussi un énorme problème aujourd'hui d'érosion des sols par cette intensification. Et la haie et l'arbre en général va pouvoir bloquer cette érosion et ce ruissellement de l'eau, puisque quand on a une érosion du sol, on a aussi un ruissellement qui est assez important, qui est même très important, et qui peut poser beaucoup de problèmes, que ce soit sur le volet agricole, mais aussi sur le volet eau, sur la qualité de l'eau qu'on a.
Et donc, la haie peut bloquer et épurer, du coup, j'enchaîne avec l'autre, épurer l'eau. C'est-à-dire qu'elle va bloquer certains intrants, elle va changer certains nutriments, etc. Enfin bref, elle va épurer cette eau pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante euh, et, euh, et beaucoup plus intéressante pour la faune, mais aussi pour nous. Et puis, on a un dernier petit volet qui est un petit rôle qui est l'amélioration de la qualité du sol. Donc, finalement, non seulement elle bloque cette érosion du sol, mais elle améliore la qualité par ses mycorhizes, par les racines, etc. Donc, en fait, il y a toute une dynamique qui se passe avec la faune du sol et qui est non négligeable aussi. Donc voilà globalement sur les rôles de la haie, donc ça commence à en faire pas mal. Donc je pense que là, j'espère que vous êtes convaincus par l'intérêt d'avoir des arbres et des haies dans nos villes et nos campagnes. En ville, on a vraiment plutôt cet aspect température, hein, mine de rien, qui est beaucoup plus important. Et on a le volet bien-être animal, mais aussi humain en ville, qu'on retrouve beaucoup plus souvent, puisqu'en fait, on sait très bien aujourd'hui que euh, euh, un- la présence d'arbres, d'espaces verts et de haies en général en ville apporte un sentiment de bien-être beaucoup plus important que quand on est dans une zone urbaine totalement minérale. Donc voilà. Pour vous rappeler quelques chiffres, aujourd'hui, alors c'est pas forcément que des chiffres positifs, je suis désolée, parce que malheureusement aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chiffres très positifs sur la haie en général. On peut reprendre que depuis 1950, on a moins 170% des linéaires de haies français qui ont disparu. Ça fait environ 1,4 million de kilomètres de haies, ce qui n'est pas négligeable. Je ne sais plus exactement combien on a de kilomètres de haies en France. En tout cas, en Centre-Val de Loire, on a environ 94 000 kilomètres de haies. C'est-à-dire 1,4 fois moins qu'en Bretagne et en Normandie. Bon, alors, c'est très difficilement comparable puisqu'on n'a pas du tout les mêmes pratiques agricoles. En Bretagne et en Normandie, on est resté beaucoup sur de l'élevage, alors qu'en Centre-Val de Loire, on est beaucoup plus passé. L'élevage a régressé énormément et on est passé plutôt sur de la production, de la culture, de la grande culture, principalement le maraîchage et autres. Donc mine de rien, c'est pas pour rien qu'il y a quand même beaucoup moins, mais c'est quand même un chiffre à avoir puisqu'en fait on pourrait avoir autant tout en ayant des grandes cultures. Mais aujourd'hui, ça fait pas partie de la dynamique générale. Quand on fait de la grande culture, on ne pense pas aux arbres et aux haies, en général, hein. Je donne des globalités. Et aussi, aujourd'hui, bah, du coup, entre 2017 et 2021, selon un rapport du CSGAER, on a moins 23 500 kilomètres de haies par an. Ce qui est énorme puisqu'on plante environ 3 000 kilomètres de haies par an. Donc ça veut dire qu'on a énormément plus de haies arrachées que de haies plantées. Et donc aujourd'hui, on est dans une dynamique où en fait, ça fait que de régresser et on n'arrive pas à rattraper ce qu'on enlève. On ne compense pas assez. Donc voilà. Bien sûr, on vous donnera, enfin, il y aura d'autres actions possibles pour pouvoir aider à bloquer ce régressement et essayer de faire en sorte qu'on plante davantage. Moi, je vais vous présenter une action que nous, on réalise en Indre-et-Loire. On a un collectif de planteurs bénévoles qui a été créé en 2021 qui s'appelle Aux arbres, etc. Et qui est une manière pour tout le monde d'agir concrètement et d'aider à la réimplantation de haies dans nos milieux agricoles notamment. Euh, et du coup, on est aujourd'hui, depuis 2021, on a pu planter plus de 9 kilomètres de haies. Et on a globalement un réseau de 140 bénévoles, ce qui nous fait à peu près, en réalité, par chantier, on a entre 25 et 30 personnes qui viennent. On passe des moments super conviviaux. Et l'objectif de ce collectif, c'est à la fois de passer des super moments, de réussir à apporter le lien entre le producteur et le consommateur aussi, puisque mine de rien, quand on vient planter des haies, on vient pas que planter
On apprend aussi sur le monde agricole et on recrée ce lien qu'on perd un petit peu aujourd'hui malheureusement. Et puis on a aussi planté environ sur 15 hectares en intraparcellaire. Donc l'intraparcellaire, c'est de la plantation d'arbres en ligne, donc des arbres qui sont éloignés d'environ 5 à 10 mètres sur une seule ligne et les lignes sont séparées de 25-30 mètres. Et puis, du coup, ça équivaut globalement à plus de 16 000 arbres et arbustes. Donc, ça commence à faire. Donc, on a nos petits 9 kilomètres. Cette année, on va atteindre les 10 kilomètres. Mais finalement, c'est toujours ça de prix à l'échelle française, mais aussi à l'échelle départementale, mine de rien. Et du coup, si ça vous intéresse, pour ceux qui sont proches de l'Indre-et-Loire, mais ceux qui ont envie aussi de venir, il n'y a pas de souci. Nous organisons des chantiers de plantation cette année, et dont le premier qui sera le 13 décembre. Et donc, on a beaucoup de chantiers de prévus, et donc, du coup, on a toujours besoin de plus de bras. Donc, voilà, c'est une action concrète que vous pouvez réaliser si ça vous intéresse. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je reste à l'écoute pour toute question, en espérant avoir été suffisamment claire aussi sur l'ensemble. Merci Flore pour ton introduction. Alors, il y a eu quelques questions. Je sais que ça a été répondu par Corentin à l'écrit, mais j'en profite pour la poser au cas où d'autres se la soient posée. Les moins 23 000 kilomètres de haies par an, c'est bien à l'échelle nationale. Oui, exactement, oui, pardon. Ouais. Et pareil Très pour les plus 3000 ans, bien sûr. Oui. Il y a une personne qui a demandé aussi, qui a précisé que quelqu'un a dit, je suis convaincu de l'importance de la haie, mais est-ce le cas des agriculteurs qui abandonnent l'élevage de plein air? Vu que tu fais certaines animations, est-ce que tu penses pouvoir répondre à cette question? Aujourd'hui, il n'y a pas que les éleveurs qui plantent. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de viser que des éleveurs. Donc, c'est assez général. Et on a de plus en plus d'agriculteurs qui sont convaincus, oui, parce que, vous voyez, là, nous, ça fait depuis 2021 qu'on plante, mais il y a de nombreuses structures qui plantent depuis plus de 30 ans, hein, et ça fonctionne toujours. Il y a toujours des demandes et on ne manque pas de demandes. Donc, ça va vers le positif, même si ça va pas toujours aussi vite qu'on aimerait, euh, mais c'est toujours ça de prix. Et aujourd'hui, pour être honnête, on est quand même plutôt vers des personnes qui sont en agriculture bio, agriculture raisonnée, qui vont plutôt venir nous solliciter pour ce genre de plantation. Enfin, en tout cas, moi, en Indre-et-Loire, j'ai souvent plus ce genre de sollicitation-là. Mais ça ne veut pas dire que les personnes en conventionnel ne sont pas du tout intéressées. C'est peut-être un manque de connaissances aussi pour certains, une peur parfois sur l'entretien et la gestion. En tout cas, nous, notre rôle est aussi de présenter et de dire que, en fait, il y a des formations qui existent. On est là pour accompagner, donc on n'est pas seulement là pour aider à planter, on est aussi là pour essayer d'aider à la personne qui va planter à gérer convenablement les haies pour qu'elles durent dans le temps. Et aujourd'hui, on est en cours de créer cette dynamique-là pour que tout le monde soit intéressé pour planter sur ces parcelles. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. Si, très bien. Alors, il y a deux personnes qui lèvent la main, donc je vais leur laisser la parole, puis je relirai à nouveau les questions dans le chat. Donc, Antoine, tu levais la main. Oui, tout à fait. Merci, Flore, pour ta présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux arbres que vous plantez en intraparcellaire. C'est quoi comme Ouais. essence? Simplement, est-ce que c'est des fruitiers ou des chênes, ou ça dépend des On a un projets, j'imagine, peu de tout. On a beaucoup d'arbres qui ont plutôt à destination du bois d'œuvre ou de bois de chauffage. Alors, l'intraparcellaire, c'est moins notre dynamique. On est plutôt sur de la haie. Ça a été exceptionnel, l'intraparcellaire. Et ce sont des projets qu'on n'a pas trop accompagnés en amont. On a plutôt été là pour planter avec le collectif. Mais globalement, c'était pour une dynamique de bois d'œuvre et de bois de chauffage. Ok, Donc, ça on est marche. et Merci. principalement sur du végétal local aussi, hein. Ok, merci. Jacques, tu levais la main aussi. On t'entend pas, ton micro C'est est à moi qu'on coupé. parle? Non, Jacques Non, Lucbert, pardon. non, il y a d'autres, il y a plusieurs Jacques. Jacques, Salut Jacques. ouais, salut. Euh, Bonjour Flore, merci pour ta présentation. Mais j'en profite pour te poser une question là sur les plantations. Là, comment vous
vous procédez en matière de démarche? Est-ce que c'est des partenariats avec des structures de développement agricole, par exemple? Parce que nous, on en fait aussi avec des CIVAM, par exemple, ou est-ce que c'est avec des collectivités ou directement avec des agriculteurs directement comme ça? Enfin, voilà. Comment Alors, vous c'est assez procédez? varié. Aujourd'hui, le collectif, il fonctionne. Alors, j'ai oublié de le dire, mais il a été créé par cette dynamique de bénévoles, ce petit groupe de bénévoles qui souhaitaient s'impliquer. Mais du coup, la CEPAN s'en est appropriée aussi avec Impact 37, qui existe aussi à l'échelle régionale, Impact Hum, hum, Centre. hum, hum. Et donc, en fait, il y a toute cette dynamique-là avec Impact 37 qui, l'idée était aussi de jouer sur leur réseau d'agriculteurs. Donc, c'est pour ça D'accord. aussi qu'on a souvent des agriculteurs qui sont en bio ou autre, parce qu'en fait, Hum, on a le réseau Impact, hein. hum. Euh, donc, c'est souvent les agriculteurs, eux, qui viennent nous voir, parce qu'on joue beaucoup sur notre communication aussi, sur le bouche à oreille. Mais on commence à travailler aussi avec les syndicats de rivière, Hum. avec qui on fait des accompagnements et on plante dans le cadre des contrats territoriaux D'accord. sur le volet pollution diffuse. Hum. Et on a aussi euh, euh, on n'est pas fermé à l'idée de pouvoir planter avec les collectivités en général. On a eu très peu de demandes jusqu'à présent et en fait, souvent, c'est les financements qui dépendent, que ce soit les collectivités comme les agriculteurs ou autres, on a très peu d'argent. Et donc, du coup, bah, s'il y a un financement, ça aide toujours. Et donc, c'est souvent par rapport au financement qu'on fait. Et jusqu'à présent, les financements de l'État, en tout cas, que ce soit le plan de relance ou le pacte en faveur des haies, a été plutôt à destination des agriculteurs. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on va plutôt vers eux jusqu'à présent, en individuel. Voilà. Ok, merci. De rien. Merci. Je vais relire un petit peu les questions qui sont dans le chat, mais je lis la dernière. Je vais lire jusqu'à la dernière qui était emmenée là, mais ensuite j'en reprendrai pas d'autres parce qu'il faudra continuer. Je suis désolée. Il y a une question qui est un peu globale, qui est avez-vous connaissance de plantations de haies ou bosquets en milieu résidentiel urbain? Non. Non, je j'ai pas connaissance. Je sais qu'il y a des bosquets, alors parfois certaines collectivités ou s'approprient ça et souhaitent planter dans les zones résidentielles des mini-bosquets. Ça se fait de plus en plus. Je sais que Tours Métropole le fait. Sous forme de plantation citoyenne en plus. Donc c'est assez intéressant. Nous, on n'est pas impliqués dans ça, mais selon les zones, il y a des choses qui sont faites. Faut essayer de se renseigner sur les collectivités, les Comcom ou la commune en elle-même. Mais je ne peux pas dire où exactement il y a autre en région centre. Il y a une question qui est qu'appelez-vous agriculture raisonnée? Tu as utilisé le terme pendant. Ouais, c'est assez vague, hein. C'est plutôt pour dire non conventionnel, c'est-à-dire on est plutôt sur conservation des sols aussi, on a parfois eu. Alors je disais bio. Voilà, c'est plutôt quand on utilise une dynamique où on réfléchit à utiliser soit le moins d'intrants, soit à préserver les sols au maximum. C'est plutôt ça, le volet agriculture raisonnée. Bien sûr, c'est un mot vague un peu qui veut tout dire et n'importe quoi, mais c'était tout simplement pour dire non conventionnel. Ensuite, quelqu'un a demandé, êtes-vous en lien avec l'action Si on plantait du pays Saint-Amandois? J'imagine ceci pour faire connaître un petit peu cette action. Non, je ne connais pas du tout, mais on est toujours ouvert à connaître ces choses-là, il n'y a pas de souci. Peux en Isabelle, parler éventuellement? ouais, si quelqu'un, une personne qui sait veut prendre la parole pour présenter, on Oui. est ouvert. Donc Jacques Lamy, administrateur Nature 18 et membre du conseil de développement du pays Berry-Saint-Amandois. Donc c'est vrai qu'on suit l'opération Si on plantait depuis sa création il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc c'est subventionné par le CRST. Alors les montants c'est variable. À une époque c'était 70%, maintenant c'est plutôt 50% d'aide. Où les gens déposent un dossier. Alors ça peut être des des particuliers, des agriculteurs, des communes, des associations, hein. Et il y a un dossier à déposer en général dans l'été. Et ensuite, quand les dossiers sont bouclés, on fait une une commande globale. Depuis que ça existe, c'est les pépinières boucheries de Loir-et-Cher
qui sont sollicités parce que c'est les plus à même de répondre à la commande. Et donc, c'est le pays qui avance l'argent et ensuite qui refacture la partie à payer aux personnes qui sont intéressées. Et les livraisons se font en décembre ou janvier. Maintenant, c'est plutôt janvier. Voilà. Ok. Bah, super intéressant. Enfin, j'ai pas les chiffres sous la main, mais je sais plus. Alors, il peut y avoir des haies, des vergers aussi, des aliments d'arbres, etc. Voilà pour le pays Berry-Saint-Amandois. Bah, merci J'ai- en tout cas. Et effectivement, des actions comme ça, de plantation ou autre, il y en a un peu partout en région centre. Nous, en Indre-et-Loire, on a aux Arbres, etc. Mais il y a aussi la Fédération des chasseurs qui plante. On a aussi le CPUE qui plante. Mais dans le 41, il y a la Maison botanique. Il y a d'autres acteurs hein, un peu partout au sein de la région. C'est important aujourd'hui de se faire connaître aussi pour montrer il y a des actions qui sont réalisables partout, peu importe où on habite. Merci. Je vais poser la dernière question que je peux me permettre de prendre dans ce timing. Ceux qui en ont, n'hésitez pas à les remettre à la fin de la à la fin du webinaire avec enfin, quand tous les intervenants seront passés, pour qu'on essaye de creuser le sujet pour ceux qui voudront rester un petit peu plus longtemps. Donc, je pose ma dernière question à Flore qui est, avez-vous une structure à conseiller pour la plantation des haies en Eure-et-Loire? Et quelqu'un a dit ce qui pourrait être pertinent, c'est de voir le film Bocage, nos haies communes en réponse à cette question. Je pense à faire vous les Ouais. donner une référence, mais est-ce que tu as une réponse à ça? Parce que t'es dans le 37, Euh, donc pas sûr. alors, je ne sais pas si Loire Nature font des plantations. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un de Loire Nature au sein du webinaire. En tout cas, faut pas hésiter à se renseigner sur les associations naturalistes. J'ai pas forcément, faudrait que je regarde sur le site de la fac agroforesterie. On peut retrouver aussi les personnes adhérentes, les structures adhérentes au sein de la fac. Et souvent, ces structures plantent. S'il y a une structure en Eure-et-Loire, potentiellement, elle plante. Peut-être que je ne la connais pas encore. Mais voilà, ça fait partie de ces personnes-là. Et je crois qu'il y a Christophe Soto aussi qui fait de l'agroforesterie en Eure-et-Loire. Ok, merci de ta réponse. Bon, les autres questions, je les poserai du coup plutôt à la fin du webinaire. Pas de souci. Est-ce que du coup, Corentin, je te propose de prendre la suite, le partage et la parole. Très bien, merci. Ah, j'arrive, j'arrive. Euh, en fait, j'ai un problème, j'ai la barre de... Ah non, c'est bon. Elle va bouger. Pardon. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, très bien. Ouais, impeccable. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Corentin Lecouillard et je suis chargé de mission bocage au Parc naturel régional de la Brenne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les actions qu'on peut faire quand on travaille sur le bocage et donc les actions que nous, on mène sur le Parc naturel régional de la Brenne, donc avec différents partenaires du territoire. Euh, Alors, du coup, je vais vous faire un petit récap sur le bocage français. Donc là, vous pouvez voir en fait sur cette carte la cartographie des densités de haies par mètre linéaire au niveau national. Donc on peut bien voir qu'au final, c'est toute la partie ouest finalement où on a beaucoup plus de bocage en France. Donc c'est ce que disait Flore auparavant. C'est des pratiques agricoles qui sont différentes, c'est des paysages aussi qui sont différents. Et donc, c'est tout ça qui influence aussi finalement la densité, la quantité de haies qu'on peut retrouver sur nos territoires. Et nous, le parc naturel régional de la Brenne, en fait, on est situé sur le sud de l'Indre. Et donc, on peut voir qu'on a quand même une densité bocagère qui est relativement importante finalement, donc avec du vert qui est assez foncé. Donc, tout le nord de l'Indre tout le sud de l'Indre et le nord de la Creuse finalement sont quand même relativement pourvus de bocage. Au niveau de la Brenne, en fait, on a des entités naturelles ou des entités paysagères qui sont assez hétérogènes.
Donc avec des parties moins bocagères en fait qui sont plus céréalières comme le pays d'Azé, le pays blanquois que vous pouvez voir sur les zones 1 et 2 où on va plutôt tourner autour de 36 mètres linéaires par hectare et le Bois Chaud Sud, donc vraiment une petite région naturelle qui est vraiment pourvue de beaucoup de haies où là en moyenne on est plutôt à 104 mètres linéaires par hectare et on dit qu'un bocage est fonctionnel quand on a atteint 100 à 110 mètres linéaires par hectare. Donc c'est là qu'il commence à rendre tous ces services écosystémiques finalement. Donc en fait, c'est la barre qu'il faudra atteindre dans chaque parcelle si on voulait avoir un bocage très fonctionnel. Donc là, je vous ai remis deux images en fait de paysages typiques qu'on peut avoir nous dans le Bois Chaud Sud. Donc c'est des qui sont souvent taillés au carré. Donc des taillés au carré, c'est ce qu'on appelle taillés sur trois faces, avec des arbres de Auger, ici en l'occurrence des chênes qui poussent finalement au milieu de ces. Alors, Flore, vous parlez de l'érosion des haies chaque année en France. Donc, c'est un bon chiffre de 23 500 km de haies par an. Donc, il y a un réel besoin de replantation, donc de replantation de haies sur les endroits où il n'y en a plus, mais aussi un gros volet sur la gestion et le renouvellement du bocage, parce que finalement, 80% du linéaire français est en état dégradé ou dépérissant. Donc là, en fait, il y a plus des actions de gestion durable à engager sur ces haies-là. Donc finalement, en fait, la disparition des haies chaque année, elle n'est pas forcément causée que par l'arrachage. En fait, on a tendance à penser que c'est que ça. Donc c'est ce que je disais dans le chat, mais finalement, en fait, il y a énormément de haies qui sont vieillissantes, donc il n'y a pas de renouvellement du bocage et des arbres. Donc souvent, en fait, ça mène à une perte aussi de ces infrastructures-là. Un entretien mécanique qui est trop dégradant, comme vous le voyez sur les haies justement taillées au carré, qui sont certes une identité paysagère pour notre territoire, mais finalement très dégradante et qui monospécifie les haies. Et donc on se retrouve avec des espèces type prunelier, aubépine ou églantier, et on laisse pas la chance finalement aux arbres de Auger, à la haie de se développer naturellement. Donc il y a un gros travail de sensibilisation à faire là-dessus. Donc oui, il y a encore de l'arrachage, mais beaucoup moins depuis que la haie est classée au niveau de la PAC. Mais en fait, aujourd'hui, on peut faire des demandes de déplacement. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc c'est un arrachage, mais en fait avec une obligation de replantation. Donc voilà. Et une surexploitation finalement aussi de la ressource bocagère qu'on peut avoir sur les territoires avec des entreprises qui peuvent venir chercher le bois. C'est quelque chose, en fait, c'est là-dessus aussi où j'ai envie d'avancer mon propos, c'est que c'est pas forcément mauvais d'exploiter les haies. En fait, il faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, mais il faut que ce soit bien fait avec des coupes qui soient bien faites et qui permettent une repousse finalement du bocage derrière. Alors nous, au parc, en fait, ça fait depuis 2006 qu'on travaille sur le bocage et en fait, les différentes actions, les différents objectifs d'un parc sont traduits dans une charte de parc. Donc nous, on a réécrit une charte de parc. Donc c'est les objectifs et les actions finalement sur 15 ans. Donc ils sont validés par le Premier ministre finalement pour qu'on reste parc naturel ou non. Et donc là, on est en train enfin, on a fini de réécrire la charte. Donc pour 2025 à 2040. Et donc, nous, on a traduit les différents objectifs sur l'arbre dans une fiche mesure, donc avec différentes actions. Donc, mettre en œuvre une stratégie concertée de conservation et de régénération du paysage bocager, encourager un entretien adapté aux différents types de haies, garantissant une gestion durable du bocage, créer et animer une filière bois bocager multi-usage gérée durablement, et s'appuyer sur l'arbre comme un moyen d'adaptation et d'atténuation face au changement climatique. Donc ça, c'est quatre gros enjeux qu'on a identifiés et après qui se traduisent par différentes actions. Alors, on a une première action en fait qu'on mène sur le territoire du parc depuis déjà un bon nombre d'années. En fait, c'est ce qu'on appelle l'opération bouchure. Donc, en fait, c'est des opérations de replantation. Donc, c'est une opération de replantation, donc ce soit avec des agriculteurs, soit avec des communes. Et donc, on apporte une subvention à hauteur de 80% sur l'achat des tuteurs, des protections, des plants, du paillage auprès des agriculteurs ou des communes. Et on réalise les commandes les commandes de plants aussi. Donc, c'est des commandes
groupés. Donc, on réalise le tri des plants, etc., quand les plants arrivent. Et après, on va les aider aussi sur la plantation. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, nous, en 2022, on a commandé 14 000 plants pour 35 commandes. En 2023, 10 000 plants pour 22 commandes. Donc, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas si énorme que ça par rapport à d'autres structures. Euh, et en fait, nous, on dépend de la demande du territoire. Donc, c'est vrai que les communes ont planté déjà pas mal aussi. Auparavant. Et en fait, on essaye de trouver toujours plus d'agriculteurs. C'est vrai qu'on travaille souvent avec les mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un petit peu difficile d'aller chercher des nouveaux. Bon, l'avantage, c'est qu'on arrive à restructurer des paysages bocagers autour de certaines exploitations. Donc ça, c'est super intéressant. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller chercher aussi des nouveaux agriculteurs et sur des territoires en fait qui sont les moins pourvus de haies. Donc ce que je disais sur les terres un peu plus céréalières qu'on peut avoir sur le parc de la Brenne. Donc pour la plantation, donc c'est soit on fait des chantiers participatifs, donc soit avec des écoles ou des lycées, des collèges, ou sinon on fait intervenir aussi des entreprises d'insertion. Donc ça, on le fait depuis l'année dernière. Donc, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Et après, il y a une certaine partie aussi des agriculteurs qui vont planter eux-mêmes. Donc, ils bénéficient d'une formation à la plantation en amont. Mais on essaye tout le temps de les accompagner au maximum sur la plantation. Mais c'est vrai que c'est un temps qui est quand même vachement prenant sur des linéaires aussi grands. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant de réussir à faire venir des bénévoles finalement pour réussir à planter les haies. Ça va beaucoup plus vite, c'est moins, que c'est vrai que c'est très long, on fait souvent la même chose, donc c'est vrai que c'est plus intéressant quand on arrive à faire intervenir des bénévoles aussi. On travaille aussi donc, sur le végétal local, donc je vais peut-être vous expliquer un petit peu ce que c'est que le végétal local. Donc le végétal local, finalement, c'est une marque qui a été créée par l'OFB. Donc en gros, si vous voulez, c'est une marque qui permet de collecter des graines d'arbres et d'arbustes. Enfin, dans notre cas, c'est des arbres et des arbustes. Ça peut être aussi bien des herbacées. Et en fait, le but, c'est de collecter des graines sur un territoire donné. Donc ici, en fait, sur la marque, on a 11 régions biogéographiques qui quadrillent tout le territoire métropolitain. Chez nous, on est sur le bassin parisien sud et en fait, le but, c'est de collecter des espèces de ligneux sur notre territoire, donc des essences locales et champêtres, pour pouvoir les semer et ensuite les replanter sur les territoires, donc avoir des arbres qui soient adaptés au contexte pédoclimatique finalement directement des sols et éviter d'aller chercher des essences ou avec des provenances un peu douteuses ou trop lointaines par rapport à nos territoires qui seraient moins adaptés finalement au contexte pédoclimatique. Donc ça, c'est une action qu'on mène avec Indre Nature, avec le groupe bénévole Bocage d'Indre Nature. C'est en marche depuis 2022, donc avec des journées de collecte de graines, des ateliers de dépulpage. Donc c'est ce que vous pouvez voir en haut. Donc sur la photo d'en haut, c'est des graines de fusain. Donc là, c'est le dépulpage avec des tamis. Et donc en fait, le but, c'est de les semer ensuite de les semer ensuite et de les récolter pour les opérations de replantation. Donc, on a créé un mini espace test, finalement, une mini pépinière. Il y a une essence qui marche très bien, c'est le chêne, en fait, avec des taux de germination qui sont très, très importants. Et après, on se rend compte que pour d'autres essences, en fait, la levée de dormance est beaucoup plus compliquée. Et donc là, Indre Nature les met plus en godet. En fait, on fait une stratification à froid plutôt pendant l'hiver et après, on les sème en godet au début du printemps pour espérer avoir des levées de dormance et donc des semis qui fonctionnent. Pour accélérer un petit peu cette action-là, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de la Banque des Territoires, en fait, pour développer cet espace test, donc pour pouvoir expérimenter sur cet espace, pour permettre à des gens de se former et pour pouvoir, pourquoi pas, permettre l'installation de certaines personnes en pépinière végétale locale. Donc, une des missions aussi d'un parc, c'est de sensibiliser et de communiquer sur nos actions.
Donc ça, c'est une action qui est en marche depuis pas mal de temps avec le CPIE Brandberry, donc avec des classes qui s'appellent Savez-vous planter les haies? Donc en fait, le but, c'est de sensibiliser les enfants, donc c'est des enfants de primaire, aux différents rôles de la haie, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut manger, etc. dans la haie. Et donc, en fait, chaque année, deux classes du territoire bénéficient de cette opération. Et en fait, ça se finit par une plantation d'une haie sur la commune de l'école. Donc, en fait, chaque année, on essaye de trouver une école et une commune pour planter une haie et donc les faire bénéficier de de ces activités-là. Donc après, on essaye de sensibiliser un maximum donc, sur différents publics, aussi bien que ce soit des collégiens, des lycéens, des licences. Donc voilà, avec un public qui est quand même relativement varié. Cette année, on a accueilli le concours général à l'agroforesterie. Donc ça permet de valoriser un petit peu le travail aussi des agriculteurs qui est fait sur le territoire et de faire connaître un petit peu le bocage du territoire. Donc voilà. On essaye de sensibiliser aussi les élus et les agents communaux. Donc, on fait des formations à destination des élus et des agents communaux sur l'entretien de la haie. Parce que la plantation, c'est bien, mais l'entretien du capital existant, en fait, c'est ce qu'il y a de presque plus important. Donc, les agriculteurs sont certes les premiers gestionnaires du bocage, mais en fait, les collectivités, que ce soit les départements, les communes, en fait, ont un rôle aussi important sur l'entretien du bocage. Donc, on essaye de les sensibiliser aux pratiques de bonne gestion, finalement, sur le bocage aussi. Euh, Ce que je vous disais, on essaye de travailler un petit peu sur tous les aspects de la haie, donc de l'amont à l'aval, donc de l'amont avec la production de plants, la plantation, etc., et à l'aval sur la gestion durable et sur la labellisation des haies finalement sur le territoire. Donc pour ça, en fait, ce qui nous a vraiment permis de nous tourner vers la gestion durable du bocage, c'est un système, donc une initiative du ministère de la Transition de l'écologie et climatique. En fait, c'est ce qu'on appelle les PSEE, donc c'est les paiements pour services environnementaux. Et donc en fait, le but, c'est de rémunérer les agriculteurs pour les bonnes pratiques et pour les services écosystémiques qu'ils peuvent rendre sur les territoires. Et donc là, le but, c'était de rémunérer les agriculteurs sur leurs pratiques qu'ils font sur leur haies, donc sur des pratiques de gestion, et donc sur l'entretien du capital existant, et sur la redensification du bocage. Donc, euh, donc on a recruté 26 agriculteurs, enfin 28 agriculteurs à la base en 2021. Maintenant, ils sont plus que 26 sur quatre zones bien distinctes avec des enjeux différents, comme vous l'avez compris, sur les différentes parties du territoire. Et en fait, donc on leur a présenté le projet. Et en fait, c'est pas juste leur dire, bon, bah voilà, faut que vous ayez une bonne gestion, faut que vous replantiez des haies. En fait, tout ça, c'est conditionné en fait par des pré-audits. Donc, c'est des audits qui sont faits chez les agriculteurs pour savoir s'ils peuvent être labellisés label haies. Donc, c'est un label qui permet de garantir la bonne gestion de leurs haies. Et pourquoi pas, si jamais ils font de la plaquette bocagère derrière, de certifier cette plaquette comme issue d'une gestion durable. Et en fait, on va aller réaliser des plans de gestion durable de la haie. Donc, c'est des plans de gestion, en fait, si vous voulez, sur 25 ans, enfin 15 à 25 ans, c'est en fonction des cycles de pousse, sur chaque exploitation. Donc, on va leur dire, bon, voilà, vous avez cette haie-là, il faut que vous fassiez ça comme travaux. Et on va faire ça sur toutes les haies avec des priorités d'intervention. Donc, ce qui permet à l'agriculteur finalement d'étaler son travail dans le temps et de savoir ce qui est prioritaire ou non. Et en fait, on a regroupé tous ces agriculteurs-là dans ce qu'on appelle un OCG, donc c'est un organisme collectif de gestion. Et en fait, ce qui permet aux agriculteurs d'une part, de discuter ensemble, de diminuer les coûts de labellisation et de certification. Et en fait, chacun est dépendant de chaque agriculteur parce que s'il y en a un qui fait une bêtise, en fait, ça peut handicaper aussi tous les autres. Donc finalement, ça les pousse à aller vers une gestion plus poussée et à, à tendre finalement vers une bonne gestion et le respect du cahier des charges du label. Donc ça, je vous en ai déjà un peu parlé du coup. Donc le label E, donc ça assure finalement des haies pérennes et en bon état
et du bois durable, local et éthique. Donc voilà. Sur les PSE, en fait, on a recruté des agriculteurs qui étaient tous au niveau 1. Donc le niveau 1, en fait, c'est le respect de la réglementation qui est déjà en place, on va dire. Et le niveau 3 du label, c'est un niveau qui est plus poussé en termes de gestion. Là, on va vraiment aller chercher des pratiques qui vont être beaucoup plus respectueuses, laisser plus de place à l'AI sur l'exploitation. Et donc, en fait, le but, c'est de faire augmenter les agriculteurs chaque année, sur chaque niveau, et de les faire évoluer dans leur pratique de gestion. Donc, c'est un label qui nous permet finalement de les former, de les sensibiliser et d'acquérir des bonnes compétences en termes de gestion à la fin des 5 ans. Parce que les PSE, c'est une expérimentation sur 5 ans. Donc après, ils sont libres ou pas de continuer avec le label et de suivre leur plan de gestion ou pas. Donc, si vous avez des questions aussi donc, sur le label E, le parc est référent régional label E. Donc là, c'est plutôt ma collègue Chloé Hert qui est en charge de tout ça. Donc, vous pouvez faire appel à nous aussi bien pour vous former au label E qu'avoir des informations. Là, c'est des choses qui vont certainement s'accélérer avec des bonus, avec le bonus et dans la PAC finalement qui va certainement augmenter. Et donc des demandes d'agriculteurs de plus en plus importantes. Donc voilà. Bon là, c'est une petite diapo sur les MAEC. Donc les MAEC, c'est un dispositif, donc les mesures agri-environnementales et climatiques que peuvent bénéficier les agriculteurs, donc qui est rémunéré à hauteur de 80 centimes du mètre linéaire. Et en fait, le but, c'est pareil, en fait, c'est de sensibiliser les agriculteurs à la bonne gestion de leurs haies. Et donc là, on leur fait un mini plan de gestion. Donc c'est un plan de gestion qui est bien moins poussé que sur un plan de gestion durable de la haie. Et on essaye de les accompagner sur leur gestion de leur bocage. Donc voilà, donc on fait aussi de l'animation, la sensibilisation à la gestion durable, donc comment bien utiliser sa tronçonneuse, comment entretenir durablement ses haies, etc. Donc un petit peu partout sur le territoire, enfin, surtout sur le parc ou du moins sur le territoire de l'Indre. Et après, une de nos dernières actions, c'est d'essayer de développer la filière bois bocager sur le territoire du parc. Parce que comme vous l'avez compris, la gestion de l'existant est super important. Et tout à l'heure, j'ai vu dans le chat qu'il fallait essayer de mettre une valeur économique à la haie. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur le territoire, parce que c'est vrai que quand on va chez les agriculteurs, on nous dit souvent, bah oui, mais vous êtes bien marrant, mais entretenir la haie, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut du matériel, etc. Donc, si on arrivait à donner une valeur économique à la haie, vendre finalement ces haies, faire de la valorisation qui soit durable, qui assure une repousse de la haie derrière, finalement, ça peut être bénéfique pour l'agriculteur en termes de temps et en termes d'énergie aussi. Donc, on essaye de créer et d'animer cette filière-là au niveau du territoire. On a la chance d'avoir déjà des chaudières en place qui ne s'approvisionnent pas en plaquettes bocagères pour l'instant. Donc, ça, c'est notre travail de faire évoluer ces pratiques-là. Et donc là, on est entouré de différents partenaires, que ce soit des Fibois, des SIC, Indre Nature, la Fédération régionale de CUMA. Et donc, on a répondu dernièrement à un appel à projet filière de l'ADEME pour essayer de développer cette thématique-là sur le territoire du parc. Et je profite de ce diaporama pour vous inviter, en fait, on est en train de créer au niveau régional, donc avec un certain nombre d'acteurs, la fac régionale qui va changer de nom, va falloir s'y faire. Maintenant, ça va être le réseau et Centre-Val de Loire et plus la fac régionale. Donc en fait, le but, c'est de créer un réseau d'acteurs, de techniciens de l'agroforesterie dans le but de former, diffuser, sensibiliser finalement tous les techniciens, mais pas que, et aussi réussir à être un peu plus puissant aussi au niveau des politiques publiques régionales, au niveau des financements, avoir un peu plus de poids aussi. Euh, et donc, l'Assemblée générale constitutive de la fac régionale, ou plutôt de Réseau et Centre-Val de Loire, aura lieu le mardi 10 décembre prochain, donc à Vineuil. Donc vous êtes les bienvenus et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail
Donc, vous pourrez demander mon adresse mail dans le chat, je pourrais vous la mettre. Donc voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup pour ton intervention. J'initie les questions, sachant qu'il y en a beaucoup dans le chat, par quelle serait la prochaine action de plantation où tu pourrais inviter du monde à nous rejoindre, peut-être opération bouchure ou une autre. Bah ça, il faut qu'on prévoie un petit peu tout ça, parce que nous, en fait, pour l'instant, on a fait beaucoup, on fait intervenir une entreprise. On n'a pas trop prévu de chantier bénévole. On a prévu des chantiers avec des écoles, mais pour l'instant, j'ai pas de chantier prévu finalement pour l'accueil bénévole à côté. Y a pas de souci. Donc je commence avec les premières questions. Il y a une bénévole qui a dit l'accompagnement à la plantation, ok. Quel accompagnement à l'entretien dans la durée? Bah, c'est ce qu'on vous disait. En fait, c'est possible de faire des plans de gestion durable de la haie. Donc, c'est des plans de gestion qu'on établit, qu'on présente à l'agriculteur. Et donc, c'est un plan de gestion qui va être valable en fonction des cycles de pousse, en fonction des cycles de renouvellement du bocage. Donc, c'est des plans de gestion qui peuvent être valables de 15 à 25 ans finalement sur nos territoires qui sont peu poussants. Donc, c'est des choses qui peuvent fonctionner chez certains agriculteurs. Et après, il ne faut pas oublier enfin, que ce soit dans l'Indre ou dans d'autres territoires, mais dans l'Indre, en fait, on a un tissu aussi d'acteurs qui travaillent sur l'agroforesterie qui sont capables d'apporter des conseils finalement sur la gestion durable, que ce soit aussi bien Indre Nature, que ce soit des CIVAM. En fait, on est quand même pas mal à pouvoir donner des conseils de gestion et je pense que les agriculteurs, enfin, aussi bien les agriculteurs que les communes, ils peuvent nous contacter, on peut les conseiller là-dessus. Et je rebondis sur une autre question du chat qui n'est pas la suivante, donc je reviendrai en arrière, mais qui est sur le sujet. Est-ce que le temps d'entretien de ces plantations est considéré comme un frein pour certains agriculteurs ou qu'est-ce qui peut être vu comme un frein? Dans la plantation, du coup. Dans Euh, le temps d'entretien de ces plantations, enfin le temps d'entretien des... euh, Finalement, enfin, j'ai envie de dire, l'entretien de la haie des jeunes haies, c'est pas un temps qui est énorme sur les premières années. On a une première chose à faire, c'est souvent recéper les arbustes. Donc recéper, venir recouper au pied pour permettre d'avoir un pied de haie qui soit assez dense sur les premières années. Et ensuite, soit on décide de faire conduire la haie, d'avoir des arbres de OG. À ce moment-là, on peut faire des tailles de formation. Mais la haie, on peut la laisser aussi se développer naturellement. Et c'est toujours pareil, ça dépend des endroits où on est, mais avant d'avoir une haie qui va faire 10 mètres de haut, il y a quand même un petit temps où on peut être tranquille. Alors je pose une des questions du chat et ensuite je donne la parole à ceux qui lèvent la main. On demande, avez-vous des supports ou des méthodes pour mobiliser les agriculteurs à la plantation du coup de haies, j'imagine. En fait, nous, on a la chance d'avoir une base de données qui est assez importante au parc, puisque finalement, on travaille avec les agriculteurs depuis un petit bout de temps. Donc, on a une grosse base de données au niveau mailing. Donc, finalement, c'est comme ça qu'on marche. Souvent, on envoie des appels à manifestation d'intérêt pour les agriculteurs. Donc, tous les agriculteurs du territoire reçoivent finalement cette information, comme quoi il y a des opérations de plantation. Donc, on fonctionne comme ça. On peut diffuser, si vous voulez, des modèles. Donc ça, c'est possible. Et après, quelque chose qui marche bien, c'est les journaux agricoles aussi, ou les lettres d'information des DDT, qui permettent d'aller chercher des agriculteurs qui n'auraient pas forcément l'information, qui ne voient pas forcément leur mail. Merci de cette réponse. Jacques levait la main. Donc, Oui, je voulais tout simplement rebondir sur la dernière diapo de Corentin concernant la création de la fac et pour indiquer notamment aux gens et à tous ceux qui font partie du réseau FNE Centre-Val de Loire que dans cette optique, on a créé un réseau interne sur les haies, hein. Donc c'est le petit dernier qui s'est créé euh, et avec l'objectif de positionner FNE Centre-Val de Loire comme futur membre du conseil d'administration de la fac. Donc c'est un groupe qu'on anime avec Flore, hein. C'est Flore et moi qui animons ce groupe-là. Et donc on invite tous ceux de FNE Centre-Val de Loire à y participer
pour débattre de nos positionnements dans le cadre de la future AFAC. Je pense que c'est important qu'on y soit présent en tant que tel. C'est tout. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Et Jean-François Vincent, levez la main. Oui, en fait, moi, c'est parce que c'était pour revenir sur la question de l'entretien. En fait, c'est vraiment l'entretien des toutes premières années, quoi, deuxième, troisième année. Moi, je m'aperçois que, enfin, moi, je suis un peu ce qu'on suit dans le réseau bio. Il y a énormément de mortalité, surtout ces dernières années. Alors, bon, 2024, c'est un peu différent, mais depuis 2018. Et du coup, il y a énormément de mortalité due à la sécheresse, mais aussi quelquefois à l'enherbement pas maîtrisé, quoi. Voire des fois avec les animaux, c'est pas assez protégé. Mais en tous les cas, il nous semble, nous, le bilan qu'on tire des MAEC aussi, c'est que bah, ça demanderait un accompagnement déjà prévu dès le départ, quoi. Il suffit pas de planter. Parce qu'on s'aperçoit que les 4 5 ans après, ben, il en manque beaucoup et les gens ne replantent pas forcément. Non, je suis bien d'accord avec ça. C'est bien de faire des plantations, il faut réussir à les suivre. C'est pas toujours facile de trouver le temps aussi. Il faut trouver les moyens humains aussi de réussir à suivre toutes les plantations qu'on fait. Et c'est vrai que finalement, on a quand même, si on n'a pas, sur des périodes chaudes, sur le premier été, si on n'a pas, ne serait-ce qu'un arrosage finalement de l'agriculteur, un arrosage qui peut être assez important, mais pas souvent. On peut avoir déjà beaucoup de mortalité. Nous, on a une convention dans laquelle, en fait, on a un cahier des charges sur la plantation, donc un respect de choses, enfin, de choses à respecter finalement. Et on s'engage, s'il y a une perte au-delà de 15%, à refournir des plants aux agriculteurs pour refournir la haie. Après, il y a des choses qui permettent aussi de limiter ça, donc le paillage, donc bien important de pailler. Et après, les modèles de plantation aussi. Donc, c'est vrai qu'on voit souvent des haies qui peuvent être plantées sur une ligne. Euh, donc ça donne déjà pas énormément de place à la haie. Et en plus de ça, ça permet pas enfin, nous, en fait, on plante sur deux lignes en quinconce, c'est ce qui permet aussi d'avoir un relais des lignes qui peuvent être derrière pour pouvoir prendre la place de celui qui est devant, qui peut être mort finalement. Donc finalement, il y a des modèles de plantation qui sont assez importants aussi à respecter pour avoir des bonnes, une bonne reprise et une bonne plantation. Alors, tu as une question? Non, je voulais juste compléter ce que disait Corentin. Aussi, le fait de planter du végétal local, en tout cas, nous, en Indre-et-Loire, on l'a bien remarqué que les plants qui sont élevés un peu à la dure, souvent, c'est ce qui est fait pour les plants qui sont végétal local. Bah, en fait, les plants sont résistants beaucoup plus facilement aux sécheresses et autres, et donc ils tiennent beaucoup mieux. Donc, mine de rien, c'est aussi pas pour rien qu'on part sur du végétal local plus souvent parce que bah, aujourd'hui, on voit que c'est ce qui reprend le mieux et qui tient le mieux, quoi. Anne-Marie et Jacques, vous leviez la main aussi? Oui, eh ben, pour rebondir sur ce que vient de dire Corentin, puis tirer la morale de tout ça, c'est qu'il faut quand même mettre l'accent avant tout sur l'entretien de l'existant, le renouvellement de l'existant par rapport au vieillissement, etc. Parce que c'est vrai que maintenant, compte tenu des conditions climatiques qu'on a, effectivement, planter, ça devient effectivement très compliqué. Et c'est vraiment pas gagné d'avance. Jacques? Oui, alors vraiment pour aller dans le sens de Jacques et d'Anne-Marie, Merci. l'entretien de l'existant est extrêmement important et euh, Corentin a parlé du vieillissement du bocage, hein, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et moi je vois avec les derniers coups de vent qu'on a eu même ces jours derniers, le nombre de vieux arbres qui sont tombés est extrêmement important. Et à mon avis, il y a derrière un problème d'entretien extrêmement important parce que ces arbres ont développé des houppiers extrêmement très importants avec des prises au vent très fortes. Et donc, ils sont sur des sols qui sont gorgés d'eau. Ben, ça résiste très mal. Et donc, il y a une vraie question qui est posée sur l'entretien de l'existant, l'entretien notamment des vieilles haies et la possibilité de les pérenniser. Ok.
Je vais poser une dernière question qui est dans le chat et il y a eu une information qui a été communiquée qui est intéressante. Les autres questions ont déjà été répondues à l'écrit, donc je ne vais pas les lire et ensuite on continuera. Et donc, Olivier Rousseau demande pourquoi ne semez-vous pas directement en place? Hmm. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la enfin, c'est ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Nous, c'est des choses qu'on a déjà fait. Euh, pour moi, je pense que ça peut être un peu l'avenir de la plantation. Après, il faut avoir des structures qui soient déjà prêtes. En fait, souvent, on peut acheter des graines qui sont pré-germées. Donc, on subit des levées de dormance. Donc là, c'est intéressant et d'arriver avec des mélanges de graines et venir avec aussi des plantations d'arbres de Auger aussi au milieu, par exemple. Tout simplement pour faire des, enfin, comme des petits poteaux et des supports aussi pour les oiseaux, pour essayer de rapporter un petit peu de graines et de vie dans tout ça. Nous, sur ce qu'on voit chez nous, sur ce qu'on a testé, ça marche bien à certains endroits. À d'autres endroits, ça a beaucoup moins bien marché. On ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, je pense que c'est assez aléatoire, mais c'est vrai que finalement, on a une densité de plants qui est assez importante. On peut avoir une densité de plants qui est assez importante quand on sème. Après, c'est toujours ça. Il faut essayer de diversifier un maximum les essences qu'on plante pour avoir un maximum de chance aussi face au changement climatique. Mais pour moi, c'est un petit peu l'avenir de la plantation aussi. Ça coûte moins cher, c'est plus facile à mettre en place et on a une implantation qui est certainement plus importante et en fait, on ne déplace pas les plants d'une pépinière à la pleine terre. En fait, le réseau racinaire se fait directement en pleine terre. Donc, on a des arbres qui sont beaucoup plus ancrés. Quand on parle du chêne, par exemple, les chênes qu'on plante, c'est souvent des chênes où la racine pivot a été coupée. On sait que finalement son ancrage se fait par cette racine et donc c'est certainement aussi ça pourrait être certainement aussi intelligent d'aller semer des chênes directement en terre plutôt que de venir les transposer d'une pépinière à la pleine terre. Ok, merci beaucoup de la réponse. Il y avait une petite remarque qui était dans le cadre du programme Enseigner à produire autrement, les lycées agricoles sont sensibilisés à l'importance des haies, action menée par la DGER du ministère de l'Agriculture. Et ça peut être un enseignement intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Antoine Amat et qui va être tout à fait plussoyé par Jacques Lucbert d'Indre Nature. Et, euh, et allez-y. Merci Corentin Une pour ton petite intervention. minute. Hum, ok. Est-ce que, voilà, super top, merci, Corentin. Alors, voilà. Hum, Et alors, excusez-moi, j'essaie de mettre en plein écran. Ah oui, d'accord, c'est que c'est caché derrière là. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous bien? Pardon. On voit très bien. Ouais, super. Alors, donc, bonjour à tous. Moi, c'est Antoine Amat de l'association, du salarié à l'association Indre Nature. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'inventaire Bocagé, dont on s'occupe avec Jacques Lucbert, qui est présent ici aussi, et avec le groupe Bocage, qui est un groupe de bénévoles de l'association, et donc ces inventaires qui ont lieu principalement dans le Bois-Chaud-Sud. Voilà. Donc, pour commencer, donc pour évoquer un petit peu les objectifs d'un inventaire Bocagé, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est d'effectuer un état des lieux des haies d'une commune. Donc, voilà, de leur présence, de quel type de haies il s'agit, leur état de conservation aussi, si elles sont dégradées ou non, et aussi évidemment si elles ont disparu, les haies qui ont disparu. Voilà, ensuite, c'est d'améliorer les connaissances du bocage dans le Bois-Chaud Sud, hein, puisque comme Corentin vous l'a bien montré sur sa carte du bocage de France, on a quand même un bocage très bien conservé, un des plus beaux bocages en tout cas du pays, donc c'est important de bien le connaître pour bien le protéger. Voilà.
C'est aussi de sensibiliser les habitants du territoire, puisque on va voir que dans chaque inventaire, on invite évidemment les habitants des communes à y participer. Voilà, on fait des réunions de présentation où on invite les habitants et quelques élus à y participer. C'est aussi de valoriser le patrimoine naturel du territoire qui est présent sur les communes. Ensuite, à l'issue des inventaires, on préconise des actions à la commune pour l'entretien durable des haies, justement. Et évidemment, ces inventaires sont réalisés en accord avec les communes. Voilà, donc c'est bien souvent les maires qui nous sollicitent pour réaliser ces inventaires sur les différentes communes. Voilà. Donc, concernant les financements, dans les premiers inventaires qui ont été réalisés, il n'y avait pas voilà, c'est-à-dire que c'était de l'autofinancement. Donc, on soutenait l'action avec un peu de convention verte, mais c'était principalement de l'autofinancement de l'association Indre Nature ou un cofinancement avec les partenaires, notamment le PNR, dans le cadre de l'Observatoire participatif du bocage, dont je vais vous parler un peu plus loin. Et donc, depuis 2023, depuis l'année dernière, les inventaires bocagers sont pris en charge à 80% par le CRST, donc le contrat régional de solidarité partitoriale. Et donc, les 20% restants sont pris en charge par les communes dans lesquelles on effectue les inventaires. Voilà, donc ces 80%, c'est pour soutenir le temps salarié qu'on passe sur ces inventaires, évidemment. Voilà. Et donc, dans les communes bocagères qui font des IBC et des ABC, qui sont des inventaires de biodiversité communale ou des atlas, on propose en parallèle de faire des inventaires bocagers, hein, puisqu'on considère que c'est des inventaires qui sont complémentaires avec les IBC et les ABC. Voilà, ça permet de préciser les connaissances, notamment sur les habitats naturels qui sont présents sur les différents territoires. Alors là, je vous ai fait une petite carte un petit peu de de tous les inventaires bocagers qui ont été réalisés. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est principalement dans le Bois-Chaud Sud hein, qui présente le plus de maillages bocagers. Voilà. Alors, donc là, c'est les inventaires qui ont été réalisés donc dans un autre cadre. C'était l'Observatoire participatif du bocage dans le PNR Brenne. Voilà. Donc, c'est les premiers qui ont été réalisés. Voilà. Alors, j'ai pas mis Non. toutes les communes parce qu'en fait, c'était exactement la même méthodologie, mais c'était une démarche un petit peu différente. C'est-à-dire que c'était pas des inventaires exhaustifs, mais c'était en gros des échantillons de bocage qui étaient choisis, donc des mailles échantillonnées, et où l'inventaire était fait uniquement sur ces mailles échantillonnées. Donc c'était pas sur l'ensemble du territoire communal. Voilà. Et donc la démarche des inventaires effectués dans ce cadre, c'était surtout de sensibiliser les populations, voilà, de faire participer la population à, à ces inventaires. Voilà, donc là, c'est vraiment les inventaires bocagers qui ont été effectués sur l'entièreté des communes, tout le territoire communal. Donc le premier, pour mémoire, c'était l'inventaire de Monet. Voilà, donc pour la petite histoire, c'était une bénévole du groupe Bocage qui avait constaté des arrachages de haies et du coup qui avait sollicité la commune pour effectuer ce premier inventaire bocager. Voilà. Donc ensuite, ils sont un peu enchaînés et donc les trois derniers depuis 2023, donc ceux qui ont été financés en partie par le CRST, c'est Transo, Montchevrier et le dernier qu'on vient de terminer, qui est donc Saint-Plantaire. En tout cas, on a terminé la partie terrain. Voilà. Et donc, il y en a un en projet qui est le prochain inventaire de Buxières-d'Ayac. Voilà. Donc, maintenant, à propos de la méthodologie de l'inventaire terrain. Donc, c'est un inventaire qui est réalisé par les bénévoles du groupe Bocage. Hein, d'ailleurs, merci à eux. On ne pourrait pas faire tout ça sans eux. Par des salariés d'Indre Nature et évidemment par les habitants des communes concernées. Donc, en fait, quand on fait un inventaire bocager, on fait une réunion publique de lancement. Une fois que la commune a fait la demande de financement CRST, voilà, on fait une réunion de lancement où on invite les habitants de la commune, certains élus des communes limitrophes, et voilà, ce qui permet en fait de mobiliser un maximum de monde, de faire connaître cet outil aux habitants de la commune. Donc ensuite, il y a un travail de préparation de cartes en amont. Donc ça, c'est moi principalement qui m'en occupe.
Donc, on va le voir plus tard, la commune, elle est découpée en mailles d'1 km² sur un logiciel de cartographie, hein, sur QGIS. Et donc, les cartes sont imprimées au format A3 avec en fond de carte des orthophotos de 2014. Alors, pourquoi des orthophotos de 2014 et pas des plus récentes? C'est parce qu'en fait, donc là, on travaille sur une orthophoto de 2014, sur la photo que vous pouvez voir. C'est que ça permet de voir dans une fourchette de temps à peu près 10 ans, hein, pour ceux qu'on réalise cette année et l'année dernière, de quelles haies ont disparu. Puisqu'en fait, on pourra voir les haies qui étaient sur l'orthophoto et qu'on constate qu'ils sont absentes quand on va sur le terrain. Voilà. Et donc une journée type d'inventaire bocager, comment ça se passe? Donc tous les participants de l'inventaire se réunissent dans les communes, donc à la fois les bénévoles qui y participent, et tous les autres participants, les habitants, les élus. Et donc on part sur le terrain par groupe de 3 ou 4 personnes avec une carte, donc une maille d'1 km² à inventorier, un jeu de feutre et une typologie des haies que je vais décrire un petit peu plus loin pour pouvoir catégoriser les différentes haies qu'on va observer sur le terrain. Et donc l'idée, c'est vraiment d'inventorier toutes les haies qu'on voit sur le terrain. Voilà. Alors évidemment, on va pas sur les terrains privés, euh, mais c'est assez négligeable les haies qu'on peut pas inventorier, quoi. Dans l'ensemble, il y a vraiment quasiment tout le territoire, toutes les haies qui sont inventoriées sur la commune. Voilà. Et donc dans nos déambulations, on note plusieurs informations sur les cartes. Donc il y a une couleur par type de haie. Voilà, il y a son état de conservation, est-ce qu'elle est dégradée ou non. Et on note également des éléments remarquables. Voilà, ça peut être des mares, des trognes, donc des arbres têtards, des chemins creux, des espèces rares comme des stations d'orchidées. Voilà, donc toute information peut être également notée sur ces cartes. Voilà, au dos. Voilà, donc là, je vous ai mis un exemple de découpage, de maillage, donc sur la commune du Pêchereau, à côté d'Argenton-sur-Creuse. Donc tout ça, c'est des mailles d'1 km². Il y a les limites communales qui sont en bleu. Voilà. Et donc pour chaque maille, on imprime une carte de cette maille en A3 avec le fond de carte orthophoto de 2014, mais également une petite carte avec le fond de carte IGN pour pouvoir s'orienter en fait quand on part de la salle de réunion du groupe bocage pour aller jusqu'aux parcelles jusqu'aux mailles qu'on va inventorier. Voilà. Et on donne aussi à chaque groupe une carte générale de l'ensemble de la commune. Voilà. Donc ça, c'est la typologie qui a été créée. Donc je précise bien que c'est une typologie qui a été créée parce que bon voilà, il y en a plein des typologies différentes selon les organismes. Et à l'époque, cette typologie, elle a été créée par l'Observatoire participatif du bocage, donc par le PNR et Indrenature. Donc je précise bien qu'elle a été faite surtout pour être utilisée par tout un chacun en fait cette typologie. Parce que voilà, on n'est pas tous des spécialistes du bocage et en fait, elle est faite pour être facilement utilisable par tous les participants aux inventaires bocagers. Voilà, donc rapidement, je vais vous décrire les différents types de haies qu'on a intégrés dans cette typologie. Donc marron clair ou plutôt orange, ça c'est les haies ornementales qu'on va retrouver surtout dans les centres-bourgs autour des habitations. Voilà, donc elles sont minoritaires, hein, ces haies évidemment. Ensuite, on a la haie basse trois faces, donc qui est la haie un petit peu taillée au carré donc que Corentin vous a montré aussi dans une de ses diapos, qu'on retrouve souvent aussi dans le bocage du Poche au sud. La haie basse faiblement arborée, qui est en fait une haie jaune, parsemée ça et là d'arbres de Auget, comme on peut le voir ici sur les photos, qui est un petit peu plus fonctionnel en termes d'habitat pour la biodiversité. Ensuite, on a la haie haute arbustive, qui est en rose, donc qui est une haie touffue, constituée principalement d'arbustes, voilà, d'essences arbustives, avec parfois de rares arbres, comme on peut en voir un ici. Ensuite, on a la haie haute arborée, donc là, c'est un petit peu la haie haute multistrate, c'est un peu l'optimum en fait en termes de, de services écologiques dont nous a parlé Flore tout à l'heure en introduction. Donc ça, c'est vraiment la haie qui rend le plus de services écosystémiques, la plus fonctionnelle, on va dire, en termes de biodiversité. Et les alignements d'arbres, comme ici, qui sont bien souvent issus des parcelles d'élevage,
Voilà. Et puis les haies doubles qu'on retrouve souvent, par exemple, dans les chemins en déprise, où on avait à l'époque de haies avec un chemin au milieu, et il y a des chemins qui sont plus utilisés, qui sont abandonnés, et bien souvent il en résulte une haie double. Voilà. Et donc les haies disparues qu'on matérialise par des petites croix noires. Vous allez le voir sur la diapo d'après. Donc, j'ai pas pensé à préciser, mais en plus de cette typologie, donc en plus de repasser chaque haie avec une couleur, on précise avec des lettres, voilà, qui sont ici. Ça, c'est surtout pour moi ensuite pour saisir les haies sur le logiciel de cartographie, puisque des fois sur les fonds de carte en noir et blanc, c'est pas toujours évident, par exemple, de discerner le rose du rouge. Donc, ça permet de pas se tromper lorsque moi je vais saisir les haies sur le logiciel de cartographie. Voilà. Et alors, il y a une dernière typologie qu'on n'a pas mis ici, mais qu'on a rajouté ensuite, c'est les ripisylves qu'on matérialise avec la couleur bleue et la lettre R. Donc voilà pour la typologie. Et ce qui vient compléter ça, c'est les éléments remarquables qu'on précise. Voilà, donc ça peut être des haies de bonne qualité écologique, R1, des arbres remarquables, ça va être voilà des chênes isolés, des trognes, des essences particulières comme le cormier, la lisier, voilà, qu'on note avec R2. La présence d'espèces remarquables, comme je vous le disais tout à l'heure. Les mares donc et les zones humides, hein, ça peut être aussi voilà une prairie humide, une zone tourbeuse, voilà. Et donc R5 autre. Donc ça peut être aussi une dégradation particulière qui est constatée sur le terrain, un entretien en tétard, un verger par exemple, voilà. Donc tout ça c'est arbitraire, c'est subjectif, c'est à l'appréciation de chacun, mais c'est toujours des informations qui sont bonnes à prendre en parallèle des types de haies sur le terrain. Voilà. Donc là je vous ai mis un exemple de d'une carte qui est réalisée sur le terrain. Donc en fait, donc vous avez les différents types de haies qui apparaissent en couleur. Voilà, avec la typologie. Voilà, là c'est un alignement d'arbres en violet. Les haies jaunes qui sont les haies basses. Là on voit une haie jaune dégradée, donc, puisque la lettre D est rajoutée. Là on voit également une haie disparue. Ça veut dire que là quand on est allé sur le terrain, et ben le groupe qui a fait cette maille s'est rendu compte que cette haie qui apparaissait sur l'orthophoto de 2014, ben, n'était plus là en 2023. Voilà, quelques éléments remarquables. Et alors, je n'ai pas pensé à préciser qu'on ne prend pas en compte le couvert forestier dans l'inventaire bocager. Voilà, donc lors des calculs de densité à la fin de l'inventaire, on extrait le couvert bocager pour pas le prendre en compte dans le calcul des densités. Voilà. Et si Couvert on a par forestier. exemple une haie, oui, forestier, couvert forestier, ouais, pardon. Et donc si on a par exemple un chemin qui passe en lisière avec une haie qui borde le champ, eh ben on va prendre en compte que la haie qui borde le champ et pas celle qui est du côté de la forêt. Donc voilà un peu pour donner un exemple de ce que ça donne, de ce que ça donne après avoir fini de compléter les mailles. Voilà. Donc ensuite, après cette partie T1, il y a toute une partie analyse et résultats de ces inventaires. Donc moi, je m'occupe de mon côté de saisir les données sur QGIS. Voilà. Donc ça, j'essaie un petit peu de le faire donc peu de temps après qu'on ait inventorié les mailles, parce que c'est quand même quelque chose qui est très chronophage de saisir les S sur QGIS. Voilà. Ensuite, on fait un calcul de la densité totale en mètres linéaires par hectare. On fait également pour compléter cette densité totale, parce que vous allez voir que c'est pas toujours représentatif de la fonctionnalité des haies, on fait un calcul de densité de haies basses et de densité de haies hautes. Euh, et enfin, on rédige un rapport de synthèse. Donc évidemment, ça, on le fait en concertation avec tous les participants à l'inventaire, que ce soit les bénévoles du groupe Bocage, mais aussi les habitants, et une restitution publique. Alors, je vous ai pas décrit vraiment toute la journée type, mais en général, quand on se réunit pour faire on se réunit une fois par mois, en général, voilà, pour faire les inventaires terrain. Et donc, on part sur le terrain le matin. Chaque groupe part sur le terrain avec une maille pour inventorier cette maille. Et l'après-midi, on fait un petit peu un débrief de ce qu'on a pu chacun observer dans notre secteur et de discuter un peu tous ensemble du bocage. Voilà. Et alors, quand tout ça est fait, quand le rapport est rédigé avec tous les participants, on organise également, comme on a fait une réunion de lancement, on organise une restitution publique pour donner les résultats à la commune et à tous les participants. Et aussi, on invite évidemment parfois les autres élus des communes environnantes
à venir participer à cette restitution. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques exemples pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne à la fin. Donc ça, c'est la commune de Montchevrier. Voilà, donc c'est tout le territoire communal avec tous les types de haies dont on a parlé qui sont représentés. Voilà, donc, je suis désolé, vous voyez peut-être pas très bien, mais voilà, donc il y a la légende avec tous les différents types de haies. En pointillé, c'est les haies qui sont dégradées. Donc par exemple, il y a un alignement d'arbres dégradé, ben, il va être en violet pointillé. Voilà. Et en noir, ce sont les haies qui ont disparu. Voilà, donc suite à cette carte, grâce au logiciel de cartographie, on peut calculer la densité moyenne en mètres linéaires par hectare. Voilà, donc là, bah, comme sur la carte de Corentin tout à l'heure, plus une maille est foncée, plus il y a une densité de haies importante à l'hectare. Voilà, et donc on considère qu'une haie est fonctionnelle, comme Corentin vous le disait, à partir d'une maille, bah, en gros, de cette couleur-là, quoi. Voire de cette couleur-là, donc 110 mètres linéaires par hectare. Voilà. Et donc, ces densités-là, on les croise avec les densités de haies hautes. Parce que, par exemple, donc voilà les deux densités. Donc ça, c'est la carte des densités de haies hautes et la carte des densités de haies basses. Voilà, donc elles sont, pour apprécier au mieux la qualité du bocage, en fait, toutes ces cartes sont à consulter simultanément. Parce que, par exemple, si on regarde, admettons, cette maille-là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur là, sur l'écran. Si vous regardez cette maille-là, on voit qu'il y a une forte densité hein, dans ces trois mailles-là qui sont en diagonale. Et ensuite, si on regarde sur ces cartes-là, on voit que c'est pas du tout constitué principalement de haies hautes. Par contre, ces mailles-là, il y a une forte densité de haies basses. Voilà, donc qui rendent des services écologiques minimaux. Voilà, donc faut vraiment consulter toutes ces cartes simultanément pour apprécier au mieux la qualité du bocage local à l'issue de cet inventaire. C'est important. Voilà. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de préconisations qu'on donne aux communes dans le rapport de synthèse à la fin de l'inventaire et lors de la restitution. Voilà, donc c'est un petit peu je vais dire le classique, le b.a.-ba de la gestion durable des haies, hein, ces préconisations. Donc une fauche tardive des bandes herbeuses, une à deux fois par an. Conserver les arbres morts, les émondes et les trognes, sauf un enjeu de sécurité pour les usagers. Voilà, puisqu'on sait que ça offre de nombreux habitats pour la faune. Laisser monter les haies en hauteur, donc bannir les coupes qu'on appelle les coupes sommitales, et préférer un entretien au lamier plutôt qu'à l'épareuse, donc qui fait des coupes nettes et qui limite les blessures sur les arbres. Faire un recépage total des haies basses trois faces dégradées, hein, parce que parfois on constate des haies basses bah, qui ont perdu toute leur vigueur à cause d'un entretien trop fréquent et puis avec un matériel pas adapté, voilà, qui la blesse. On conseille de les recéper complètement. Un entretien sélectif pied à pied pour les arbres remarquables, voilà, qui vont être voilà, des vieux chênes remarquables, des vieilles trognes, ce genre de choses. Valoriser et entretenir les marques pour qu'elles continuent d'assurer leur fonction écologique, voilà, parce que bah, aux éléments remarquables, ça permet d'inventorier également de nombreuses marques sur le territoire communal. Et puis enfin, sensibiliser les agriculteurs en leur rappelant les outils à leur disposition, dont Corentin voulait un petit peu parler avant, pour protéger et valoriser donc les plans de gestion durable des haies, les mesures agro-environnementales et climatiques et le label R. Donc ça, c'est des exemples hein, de préconisations qu'on donne euh, aux communes. Voilà, et donc pour finir, je vais parler des utilisations possibles de l'inventaire bocager. Voilà, parce que c'est une question qu'on peut avoir, c'est à quoi ça sert après l'inventaire. Donc c'est de valoriser les secteurs de bocage remarquables dans les communes. Voilà, donc par exemple création et entretien de sentiers de randonnée ou création d'obligations réelles environnementales sur les parcelles communales ou privées, donc il y a un outil de protection foncière assez efficace, ces ORE. Voilà. Ensuite, c'est évidemment d'orienter les communes vers une utilisation durable du bois énergie, d'identifier les zones de bocage dégradées ou absents pour suggérer des chantiers de plantation ou de restauration et sensibiliser les agriculteurs. Voilà, donc notamment dans les grandes parcelles dénuées de haies,
Où il y a des cours d'eau, bah, parfois, par exemple, on essaie de dire les communes de prévoir des chantiers de plantation de haies parallèles aux cours d'eau pour notamment favoriser, enfin limiter la pollution de ces cours d'eau. Voilà. Et alors les inventaires bocagers peuvent servir aussi peuvent apporter une grande aide dans l'établissement des PLU, des PLUI, et pour définir les zones d'accélération et surtout les zones d'exclusion d'énergie renouvelable. Euh, voilà, donc surtout mettre en avant les zones où il y a beaucoup de bocage euh, pour ne pas, voilà, ne pas mettre par exemple, de parcs éoliens dans ces zones, puisqu'on sait que ça a un impact non négligeable, par exemple, sur les oiseaux nicheurs ou les chauves-souris. Donc ça peut apporter une aide pour identifier ces zones-là et planifier les documents d'urbanisme. Voilà, merci pour votre attention. Jacques, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon on peut passer aux questions. Voilà. Non, non, j'ai rien à ajouter. C'était très clair, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. C'est vrai que c'était très très clair. J'ai une question Et qui est est-ce qu'il y a un prochain inventaire prévu que vous voudriez nous communiquer, inviter du monde à participer sur un événement déjà? ouais, alors il y a l'inventaire de Buxière-Dayac, mais pour l'instant c'est juste en projet. Voilà, donc il y a rien de sûr. Il faut qu'on voit avec le maire parce que certains élus semblaient intéressés, mais pour l'instant il y a rien de sûr. Mais évidemment, je pourrais vous recontacter quand on sera voilà quand tout sera bien mis à plat à propos de cet inventaire. Mais en théorie, le prochain aura lieu sur la commune de Buxière-Dayac, voilà, dans le nord du Bois-Chaussus. Donc Merci. évidemment, vous serez les bienvenus s'il y en a qui veulent venir voir un petit peu à quoi ça ressemble et y participer, quoi. Bon, Voilà. c'est bien avancé, hein, la mise en place de ce projet. Euh, et sinon, il y a la restitution publique qui n'a pas encore été faite de Saint-Plantaire, qui aura lieu, je pense, au printemps, là. Anne-Marie et Jacques, vous levez la main? Oui, c'était pour savoir si vous aviez des retours de modifications de pratiques sur la dizaine de communes qui ont déjà été inventoriées, si ça a fait avancer le schmilblick. Donc de modification de pratique, pas, on n'a pas énormément de retours. C'est vrai qu'on donne des conseils souvent sur ce qu'on constate sur le terrain. On va vous donner des conseils, par exemple, de formation pour le service technique de la commune, au bon entretien des haies. Voilà. Euh, Après, j'ai pas vraiment Ah, d'idée de retour particulier qu'on aurait eu sur des pratiques. ben, Voilà. c'est-à-dire que il faut aussi avoir en tête que les communes qui sont demandeuses de ces inventaires sont déjà souvent des communes qui, euh, comment dire, ont un regard, sont attentifs à cette question du bocage et qui ont essayé déjà de mettre, d'avoir des pratiques, on va dire, euh, un peu plus soft dans la gestion de leur bocage. Donc, l'inventaire bocager, euh, ça vient les conforter, ça vient surtout, comment dire, renforcer les... Parce que sur ces questions d'entretien par les communes du bocage, les relations entre les services techniques des communes et en fait l'employé communal qui fait l'entretien et puis les élus, c'est pas toujours facile. Euh, il y a les élus ont envie souvent d'avoir un type d'entretien et puis l'agent communal qui a toujours fait la même chose depuis 10, 15, 20 ans, il n'est pas toujours simple à convaincre. Et donc, ce que l'on apporte là, c'est une façon de conforter les employés communaux, les élus dans dans leurs intentions et dans leurs relations avec les agents communaux. Donc ça, en général, le retour qu'on a, c'est celui des conseillers municipaux et des maires qui sont déjà favorables à ces pratiques-là, de dire que ça les conforte et que ça les aide dans leurs relations avec leurs employés. Après,
des changements radicaux de pratiques, j'en ai pas vraiment en tête, mais je pense que c'est plutôt un accompagnement de ce qui se fait déjà. Par contre, ce qui est important, un des apports importants de l'inventaire, c'est ce qu'a dit Antoine à la fin, là, c'est sur tout ce qui est aménagement. Donc là, ça apporte des éléments vraiment de réflexion aux élus sur lorsqu'ils ont des projets d'aménagement. Alors par exemple, des projets d'aménagement touristique, de chemin, etc. Ça les aide particulièrement. Mais aussi des aménagements type parc photovoltaïque, etc. Ça les amène à réfléchir sur des endroits à éviter pour les proposer à des aménagements de ce type-là qui sont aujourd'hui en train d'exploser complètement dans nos territoires. Merci pour cette réponse. Alors, il y a deux questions dans le chat que je vais prendre. Ensuite, on passera à la présentation de Laetitia, parce qu'on a un peu de retard. Quelle suite est donnée à ces inventaires, notamment sur les haies qui sont dégradées? On dit conseil, action possible. Est-ce que vous accompagnez ça? Bah, si on nous fait une demande, oui, on accompagne, mais s'il n'y a pas de demande, c'est simplement indiquer qu'effectivement, il faut intervenir sur ces. Mais bon, les, les qui sont dans les inventaires, c'est une grande partie des privés, hein, gérés par des agriculteurs. Donc après, si l'agriculteur veut rien faire, eh ben, il y a pas d'accompagnement, bien sûr. Très bien. Et pourriez-vous développer les pistes d'amélioration d'entretien avec les agriculteurs, s'il vous plaît? Autrement dit, quelles sont les clés, matériels, méthodes, coûts pour améliorer l'entretien? Vas-y, Antoine. Pour améliorer l'entretien, il y a tout un tas d'outils dont tu as parlé un petit peu, Corentin, avant, qui sont les plans de gestion des haies. Évidemment, préférer l'utilisation du lamier hein, plutôt que de l'épareuse, parce qu'on sait que ça blesse énormément les haies. Et puis, voilà, pour les haies qui sont un petit peu dégradées, ça peut être aussi un petit peu de replantation ou de favoriser aussi la régénération naturelle. C'est important, surtout avec les essences qui ont une bonne dynamique, voilà, comme le châtaignier. Euh, voilà. Je sais pas si tu veux compléter, Jacques. Non, 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 c'est... non, non. Eh bien, très bien, merci pour vos réponses. Laetitia, est-ce que tu veux prendre la parole, prendre la main? Ah, et Jacques Lamy précise, attention cependant à l'usage abusif du lamier, notamment sur les arbres. Donc bah merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler en effet des ressources qui existent sur le portail de la biodiversité qui est animé par l'agence. Je vais vous présenter très brièvement l'agence juste pour remettre les idées et puis ensuite bien sûr je ferai le tour des ressources. Je basculerai sur le portail directement aussi pour que vous puissiez un petit peu les voir dans leur jus et non pas juste par le diapo. Donc l'agence établissement public, on est doté à part égale par l'Office français de la biodiversité et la région. Et donc, justement, notre rôle, c'est de fournir, enfin, de faciliter en fait l'action et de donner envie d'agir. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé, avec tout notre réseau de structures membres, donc les 22 structures de l'agence, on a créé le portail de la biodiversité. Et donc, sur ce portail, vous trouvez justement tout un tas de ressources, donc que ce soit liées à la haie, mais à tout un tas d'autres thématiques liées à la biodiversité pour donner envie d'agir mais aussi comprendre les enjeux qu'il y a derrière cela. Et puis moi, j'anime l'Observatoire de la biodiversité, qui est donc la mission de connaissance de l'agence. Et dans lequel, enfin, du coup, dans le cadre de l'Observatoire, on a eu aussi donc un travail sur les haies et sur la végétalisation. Alors, ce qui existe, ça, ça y est, ça passe. Donc, les ressources existantes sur les haies. Donc, si je vous bascule sur le portail, vous avez une idée d'action qui s'appelle planter des haies sur mon exploitation. Et donc, zut, j'arrive pas à avoir accès à ma barre à cause de la visu. Alors, ça va faire un petit écran, mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous puissiez le voir, voir l'idée d'action
que je puisse la dérouler un petit peu devant vous. Donc là, vous êtes sur le portail de la biodiversité et en fait, dans Agir, vous avez un onglet, une rubrique qui s'appelle Passer à l'action. Et là-dessus, vous avez plusieurs thématiques. Vous avez une barre de recherche pour vous faciliter l'accès. Et là, si je passe directement sur donc l'idée d'action planter des haies sur mon exploitation, vous avez en fait, après une petite introduction évidemment sur à quoi sert la haie, quelques chiffres clés sur la haie et donc ses principaux atouts, vous avez des relais vers des ressources, vers d'autres portails, notamment là le portail de l'Office français de la biodiversité. Vous avez des zooms sur, ça, sur le projet de recherche respect. Et vous avez en fait l'accès à donc le guide planté local et tout un tas d'autres ressources que l'on a essayé de classer pour que ce soit un peu plus facile pour s'y retrouver. Donc vous avez un petit peu des guides de B à bas sur qu'est-ce que c'est que les haies, planter des haies, donc différentes ressources par les uns et les autres qui ont pu déjà faire leur présentation, comme l'opération Bouchure de Corentin et le classeur technique haies de FNE Centre-Val de Loire, qui est très complet aussi avec plusieurs chapitres et qui permet d'accéder tout un tas de documentation aussi sur les haies. Des guides pour savoir comment gérer durablement les haies, le label haie, donc justement avec le PNR Bren, etc. Et donc on compte enrichir cette idée d'action avec aussi les acteurs qui peuvent vous aider en région et les différentes aides qu'on pourrait solliciter si on attend pour ça le retour de la DRAF pour pouvoir avoir un peu le listing des différents financements qui sont prévus en région liés aux haies. Donc, ce portail s'enrichit à chaque fois. Donc, si vous-même vous avez des idées de ressources à nous faire ajouter, eh ben, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail pour nous dire bah, il manque tel guide qui est super que j'ai découvert, etc. Voilà, c'est un portail collaboratif, donc il ne faut pas hésiter à nous alerter dessus. Autre, autre ressource, c'est la boîte à outils Végétalisons. Donc là, vous y accédez dans Agir également, les boîtes à outils pour passer à l'action. Et là, vous avez la rubrique Végétalisons. Et donc, cette boîte à outils, elle est organisée en 4 chapitres. J'y arrive. Un premier qui explique pourquoi végétaliser. Et donc ensuite, quand vous accédez au chapitre, vous avez tout un tas de ressources qui sont associées, qui sont également classées. Un chapitre sur comment conserver le végétal existant. Je veux végétaliser, qu'est-ce que je peux planter, semer, comment et où, et comment entretenir pour justement être le plus durable possible et assurer toutes les fonctions écologiques de la haie. Donc pour info, cette boîte à outils, c'est un travail qui a été issu de la COP, de la coalition végétalisation, qui a été co-animée par France Nature Environnement et l'agence. C'était en 2022, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est issu de ce travail-là. Et donc quand vous accédez au chapitre, eh bien vous avez encore euh, des onglets, vous les déroulez et vous avez c'est ce qu'on appelle un accordéon. Mais bref, enfin voilà, vous avez différentes ressources encore associées euh, à à toute cette thématique-là. Voilà, donc planter des haies, la boîte à outils végétalisons et une page de présentation aussi des milieux bocagers puisque là, cette fois-ci, vous allez dans Découvrir les grands milieux et les espèces associées. Et là, vous avez en fait tous les milieux typiques patrimoniaux du centre Val-de-Loire. Et donc, bien sûr, l'un de ce paysage de la région, c'est le milieu bocager que l'on a donc dans le sud de la région. Et vous avez donc là, vous retrouvez la carte qu'a montré Corentin. Et je l'ai faite aussi à l'échelle régionale. Donc vous pouvez avoir comme ça l'indicatif du linéaire de haies par maille de kilomètre carré. C'était aussi dans le cadre de la coalition végétalisation que cette carte a été réalisée. Euh, et donc là, on était fin 2021. Les données n'ont pas été actualisées pour le moment, donc on est toujours sur cette même carte. Et vous avez des petites informations après sur qui vit dans le bocage. Enfin, on est dans l'entrée découvrir, c'est là où vous voyez aussi les différences sur le portail. La partie découvrir, c'est une première approche sur la biodiversité. On découvre ce que l'on a en région. Comprendre, on va plus loin. Et agir, et bien là, on essaye, voilà, on passe à l'action. Donc c'est comme ça que le portail est formé. Euh, voilà. Euh, Maintenant, je voulais aussi vous présenter le guide planté local.
qui est une ressource qui existe donc dans la partie aussi Agir. Excusez-moi, à chaque fois, je me fais avoir avec la barre de la visio. Donc, Planté local, qui est aussi dans la partie Agir et qui recense en fait des essences d'arbres et d'arbustes indigènes au centre Val-de-Loire. C'est un travail qui a été mené par l'expertise du Conseil botanique national du bassin parisien, qui date de 2016 et qui est toujours valable, qui est toujours à jour pour le listing des espèces concernées. Et en fait, la région a été, je dézoome, je vais repasser sur mon diaporama, a été découpée en 16 entités naturelles que vous connaissez puisque ce sont les entités qu'on entend régulièrement parler d'un point de vue touristique, hein. On va dans la Beauce, on va dans la Brenne, on va dans le Gâtinais, etc. Et en fait, ces entités répondent à des conditions pédologiques, climatiques ou géologiques différentes. Et associé à chacune de ces entités, vous avez donc un listing d'espèces associées. Donc vous cliquez sur l'entité dans laquelle vous vous trouvez et vous obtenez le PDF qui vous liste les espèces. Alors, je repasse sur mon diaporama. Je vous ai remis en fait sur le diaporama les différentes ressources là que j'ai passées de façon à ce que, comme Wendy vous le donne, vous gardez comme ça les URL. Donc là, derrière l'image, vous avez accès à la ressource. Donc, je vous ai montré Végétalisons, je vous ai montré Planté local. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom justement sur ce guide Planté local euh, que l'on vient de voir. Euh, Déjà, donc, nous, la position de l'agence au niveau de Planté local, c'est de partir du savoir que les écosystèmes donc, sont des systèmes où interagissent faune, flore et biotope. Et donc, fort de 20 000 ans d'évolution entre végétaux, insectes, faune et milieux naturels, les sols notamment, on a en fait une coévolution qui a été mise en place et du coup une interdépendance entre les espèces animales, végétales et leur milieu naturel. Et donc, notamment en termes des insectes et des végétaux, on a aussi une synchronisation sur la floraison et les besoins alimentaires des insectes. Là, vous avez ici sur la droite l'illustration du guide planté local qui est en train d'être remis à jour et que vous aurez en niveau juste de sa mise en forme, hein, pas de son contenu, puisque je vous disais, il est toujours actuel. Et donc, vous allez bientôt, d'ici début décembre, cette version remise en beauté sera disponible sur le portail. Donc, vous pourrez télécharger toutes les entités naturelles d'un seul coup, alors que jusque-là, il fallait cliquer 16 fois sur toute la région. Ce sera beaucoup plus rapide. Euh, Si je continue sur pourquoi planter local, bah, de toute façon, les collègues l'ont dit hein, sur cet intérêt d'avoir une diversité génétique au niveau de vos essences arbustives. Euh, et du fait de la coévolution et de l'intégration des espèces végétales dans leur milieu naturel, en fait, elles sont adaptées à cet écosystème dans lequel elles sont nées, dans lequel elles sont génétiquement liées, et elles sont plus à même d'être résilientes justement en cas de perturbation. C'est pour ça que les collègues, quand ils disaient qu'avec végétal local, ça marchait mieux, c'est du fait de cette diversité génétique et de cette adaptation de l'essence au sol en fait et aux conditions d'enracinement qui sont meilleures et qui permettent une meilleure levée. Là, je vous ai mis pour lien un article du MNHN qui justement fait mention, alors c'était dans le cadre de la forêt française, mais ça s'adapte complètement aux haies de chez nous, et qui parle justement de cette capacité d'adaptation qu'ont les végétaux pour faire face notamment au changement climatique et du coup qui explique, qui fait aussi lien vers d'autres ressources botaniques dessus qui sont très intéressantes aussi à aller voir, notamment le livre blanc de la Société botanique de France qui est bien fait sur l'intérêt de toujours planter des essences locales alors que nous sommes dans un changement climatique. Euh, je précise quand même, on parle de planter local et on a cette dimension de végétaux locaux parce qu'on est dans une démarche de restauration des écosystèmes. On n'est pas dans une démarche d'ornementation, de paysage de jardins de château, etc. Enfin, c'est vraiment parce que l'on souhaite retrouver une biodiversité fonctionnelle, que l'on souhaite préserver la biodiversité, donc la faune et la flore qui sont intimement liées, que l'on cherche à planter local. C'est une illustration là qui est souvent utilisée justement par la marque végétale locale
pour parler de cette adaptation et de cette restauration des écosystèmes. Euh, si vous voulez restaurer la population des grands tétras des Pyrénées, vous n'allez pas mettre des poules domestiques dans vos prés en haute montagne. Eh bien, c'est la même chose en fait avec le principe de planter des végétaux qui sont génétiquement locaux pour être adaptés aux papillons de chez nous. Eh bien, vous plantez par exemple du cornoiller sanguin et non pas du buddleia, qui est originaire d'Asie et qui est donc très adapté aux papillons d'Asie et au sol asiatique, mais ça n'est pas la même chose chez nous. Donc le guide planté local, je vous le disais, créé par le CBN du bassin parisien, et donc 16 entités naturelles qui ont été dessinées. Je vous ai mis aussi le lien vers la notice explicative de la création du guide, pour que si ça vous intéresse, vous avez là toute la méthodologie. On arrive donc à un panel de 61 espèces d'arbres et d'arbustes qui ont été proposées dans ce guide. Ne figurent pas, par exemple, les espèces trop difficiles à identifier. Donc le pommier sauvage, typiquement, n'est pas dans le guide parce que c'est trop difficile de savoir l'identifier par rapport à d'autres pommiers. Et donc, on a préféré rester sur des choses qui ne prêtaient pas trop enfin, des essences, pardon, végétales qui ne prêtaient pas trop à confusion. Donc là, Corentin vous en a déjà un peu parlé. Pour comment planter local, eh bien, on peut justement se tourner vers la marque végétale locale. Au-delà de la marque, c'est en demandant le nom latin et en s'assurant qu'il ne s'agit pas d'un cultivar, qu'on peut aussi s'assurer en tout cas, d'un arbuste non horticole, non sélectionné génétiquement. Mais la marque végétale locale, elle vous assure carrément la traçabilité des plants et leur origine en fait géographique. Donc nous, vous voyez que pour le centre Val-de-Loire, on est situé dans la région du bassin parisien sud, pour quasiment toute notre région. Et comme la marque végétale locale assure une collecte en milieu sauvage, assure une diversité génétique parce qu'il n'y a aucune sélection, c'est aussi collecté sur au moins 30 arbres différents par espèce, des arbres qui sont tous anciens, qui datent tous d'avant 1970 pour éviter qu'il y ait une pollution génétique avec eh bien, les échanges mondiaux qui se sont développés à partir de ces années-là. Et la production, après, une fois qu'on a collecté, la production se fait elle aussi sans sélection. Donc toute graine collectée a ainsi sa chance de lever. Et on est plutôt donc sur de la pleine terre où des essais en bac se font aussi et sur plusieurs saisons pour laisser le temps aux cycles végétaux de se faire. Mais on a des levées de dormance qui se font aussi quand même par un passage au frigo, ça n'empêche pas. Voilà, donc cette marque végétale locale est détenue par l'Office français de la biodiversité, mais elle a été créée par les CBN, Plantécité et le réseau AFAC, agroforesterie. Euh, Voici quelques correspondants végétaux, enfin végétal local en Centre-Val de Loire. Vous avez Philippe Bardin, qui est le correspondant du CBN pour le bassin parisien sud. Luc Bancrayoling, qui est le référent technique régional pour aussi la région Centre-Val de Loire. Et puis, je vous ai mis des relais locaux. Là, c'est le CBN bassin parisien, mais qui est basé à Orléans. Vous avez Rémi Dupré et Nicolas Roboam qui sont aussi des interlocuteurs pour le végétal local. Et sinon, vous pouvez passer par moi. Si j'ai pas la réponse, je fais le relais auprès de ceux qui l'ont sans souci. Voilà, je vous ai mis un guide ici, justement, édité par la marque, le dernier sorti en 2024, qui est très complet, qui explique les principes de la marque végétale locale et tout ce qu'il faut savoir un petit peu sur comment prescrire des végétaux sauvages et locaux. Euh, et là, pour finir, une proposition d'une autre ressource, c'est un webinaire qui a été organisé par mes collègues, cette fois-ci pour parler en fait des pièges à éviter dans le choix des végétaux, puisque on pense à dire, voilà, c'est bien de planter local, il faut planter local dans le cadre de la restauration des écosystèmes, et il ne faut pas hésiter des fois aussi à dire, attention, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas planter, donc notamment toutes les espèces exotiques envahissantes. Et donc ce webinaire dont vous avez l'accès en replay en cliquant, enfin quand vous aurez le diapo, vous retrace toutes ces préconisations. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d'info. Comme ça, vous recevrez en plus via la lettre l'info comme quoi le guide planté local est mis à jour et est disponible. Et sachant qu'il y a un petit nouveau qui va sortir
c'est le guide Semer local. Donc voilà, n'hésitez pas. J'en ai fini. Merci beaucoup Laetitia pour toutes ces ressources et pour toutes les explications sur planter local. Et en plus, j'ai même pas à te poser la question de quels sont les éléments que tu voudrais communiquer parce que tu as déjà communiqué le replay du webinaire. Euh, Il n'y a pas eu de questions dans le chat. En même temps, je suis pas Mhm. surprise parce que c'est sur des données bibliographiques. Mm. Du coup, je vais peut-être revenir sur quelques questions qui avaient été posées au début du webinaire. Déjà, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, soit en levant la main, soit en, en posant une question dans le chat? Ah bah oui, ah, pardon, il y en a une nouvelle. Avez-vous connaissance de végétaux plus menacés par le dérèglement climatique, soit par les nouveaux ravageurs ou de nouvelles pathologies? Ouais, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir répondre là-dessus, mais on a, on a parmi les arbres de Auger comme le bouleau ou le frêne qui sont. Enfin, la calarose du frêne, elle est bien connue, mais elle est liée justement aussi à l'apport de végétaux exotiques et de frênes qui venaient pas de chez nous. Donc justement, c'est intéressant d'avoir cette maladie en tête parce que quand on essaye d'implanter des essences exotiques supposées mieux résister aux sécheresses ou aux aléas climatiques à venir, et ben on peut des fois faire de belles erreurs. Donc c'est pour ça que c'est bien. On peut s'essayer à planter des essences méditerranéennes, mais il faut que ce soit encadré. Il faut que le plan soit tracé au niveau de sa provenance. Parce que là, la grosse maladie qu'il y a sur le frêne, sur la calarose du frêne, ça vient justement de, de frênes qui ne provenaient pas, qui n'étaient pas végétaux locaux. Donc on s'est retrouvé avec cette belle poisse. Mais sinon, le bouleau souffre beaucoup de la sécheresse là ces derniers temps. Au niveau des chênes, on a aussi pas mal de soucis. Mais quand on plante végétal local, je rejoins ce que disait Flora là-dessus, Flore, pardon, c'est qu'on a justement une reprise qui est vraiment très bonne. Luc Van Crayoling, lui, dans les chantiers qu'il mène, il a 100% de réussite dans ses plantations quand elles sont menées 100% en végétal local. Donc, c'est c'est un bon témoin à garder en tête. On peut continuer à planter des on peut continuer à planter des arbres, des chênes et autres. Quand ils sont végétaux locaux, ils arrivent à quand même bien mieux s'implanter. Justement, comme disait Flore, hein, les conditions, le fait de ne pas être sélectionné et le fait d'être dans des conditions de pépinière, ils sont pas chouchoutés comme les autres. Ils ont la vie qui est dure et en fait, ils s'en portent mieux justement avec nos étés secs, nos printemps sans eau et nos automnes inondés. Voilà, ça leur convient. Ils arrivent à gérer. Et je vois l'ONF justement intervient dans un cadre expérimental et réglementé pour justement les îlots d'avenir et l'introduction d'espèces méditerranéennes. On est justement dans un cadre de recherche. Donc on est sur quelque chose qui est suivi. Merci de cette réponse. J'avais eu une question, donc je la pose un peu à vous tous. J'avais eu une question donc par mail. Existe-t-il des études ou données chiffrées concernant le retour de la petite faune auxiliaire qui aide à contrôler les ravageurs des cultures après la plantation de haies, afin d'affiner notre argumentaire face aux agriculteurs notamment? J'ai pas de données sur par exemple combien de temps ça peut. En général, il me semble qu'au bout de 3 ans, on arrive déjà à avoir un retour d'espèces de faune hein, Mhm. assez fou sur des parcelles où il pouvait ne rien avoir. Sachant que planter juste une haie sur une parcelle, là, Corentin, Antoine et tout ça, enfin, vous pourrez compléter, Flore, mais il s'agit pas, enfin, on est sur une démarche de paysage et du coup, le réseau bocager, c'est pas juste parce que vous avez une haie sur une parcelle qui est perdue au milieu de la Beauce que ça va vous ramener quelque chose. On est vraiment sur un maillage à avoir et c'est là que la haie, elle est fonctionnelle. Les 110 mètres de haie par hectare, c'est parce qu'après, ils sont comme ça dans un contexte de maille, de réseau, de quadrillage en gros du paysage. Et c'est là qu'on arrive à avoir toute euh, enfin, l'expression du potentiel écologique de la haie. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'avais autre chose, mais j'ai perdu. On a jusqu'à 80 types d'oiseaux qui peuvent être hébergés par une haie, notamment. Donc ça fait du choix en termes
de prédateurs pour les petits ravageurs des cultures. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais conclure le webinaire tout simplement. Eh ben, si personne d'autre ne lève la main ou ne prend la parole dans le chat, eh ben, je vais conclure. Déjà, en vous remerciant toutes et tous d'être venus. Je vais vous spécifier que ce webinaire serait donc disponible en replay sur notre chaîne YouTube dans les jours qui viennent, peut-être potentiellement à la fin de la semaine prochaine. Et qu'il y a d'autres webinaires qui sont déjà disponibles sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir.